nous on va s'arrimer tranquillement, enfin tranquillement, c'est quand même pas complètement tranquille, et ensuite on égalise les pressions, les températures, et on va entrer dans la station spatiale, c'est quand même le début de la mission. Vous voyez, on se relaie tous dans la station spatiale depuis 2001. Premier équipage depuis 2001, il y a toujours eu du monde dans la station. Vous voyez l'expédition 64 en bleu, et nous on est l'expédition 65 en noir. Mais vous voyez, les Russes ont le droit d'emmener leur iPhone, et nous non, mais bon, c'est comme ça. Et donc eux sont là depuis 6 mois, et on va les relever, en fait, à passer un peu de temps ensemble, ensuite eux redescendent, nous on prend leur place, et ainsi de suite. On se connaît tous très bien. Moi j'ai volé avec mes collègues dans le Soyuz, c'était mon commandant de Soyuz, ma première mission. Donc on a passé 6 mois dans l'espace déjà ensemble, et on voit Victor qui est là-haut. Voilà, je ne conseille pas de faire le hug à l'envers parce qu'on finit sous les aisselles avec chacun de l'autre. C'est pas très pratique, il faut pas. Voilà, qu'est-ce qu'on y fait dans cette station spatiale? Eh bien, on travaille beaucoup, évidemment. La première chose à faire, c'est comme dans tous les milieux extrêmes, c'est d'assurer notre survie, en fait, le fait de pouvoir être là. Donc on fait énormément de maintenance, de réparation. Maintenance un peu préventive, on installe des câbles, on change des choses, on répare quand ça casse. On passe un bon tiers de notre temps, je pense tous, chacun, mais c'est pareil dans les bases polaires, c'est pareil sans doute sur les bateaux qui vont en expédition, juste à nous permettre d'être là. On a parlé du corps humain, et ben, on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse parce qu'on n'est pas soumis à notre poids, et donc il faut l'entraîner tous les jours. On a cette super machine, en dessous c'est la cupola, une très belle vue sur la Terre, et tous les jours on peut faire plein de mouvements différents, des squats, développés couchés, tout ce qu'on veut. On passe 1h30 dessus tous les jours, voilà, pendant 200 jours. On peut aussi faire du cardio. Donc vous voyez, on court sur le tapis roulant qui est vertical. Bah oui, pourquoi pas, on a une station spatiale, on peut le mettre au plafond si on voulait, c'est pareil. Et ça nous permet d'entraîner un peu le système cardiaque en ayant le poids repris par des élastiques et un harnais. Voilà, la station lieu de vie aussi. Donc on n'a jamais de nourriture française, on a fait sur la pizza, donc ce qui ressemble un peu à des pizzas, on a fait de notre mieux. Et on a fait le 14 juillet, on a fait la fête nationale japonaise, voilà, de temps en temps on recrée une petite vie de famille, en fait, on va rester avec les mêmes personnes pendant longtemps, dans cet environnement confiné. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là, en fait, on est sur le dessous de la station. Alors, c'est difficile de se rendre compte parce qu'il n'y a pas de haut, de bas, vraiment, mais bon, moi, je le sais. On est sur le dessous de la station, et là, on regarde vers le haut. Là, il y a la cupola au milieu avec ses fenêtres, enfin, ses volets ouverts. Et dans la station, tout est évidemment en 3 dimensions sur Terre. Quand on passe une porte, les toilettes sont toujours à gauche et la cuisine sont toujours à droite, ça ne change pas. Nous, en fait, ça dépend, parce qu'on peut passer la porte dans n'importe quelle orientation. Et puis surtout, il y a gauche, droite, il y a haut, il y a bas, donc parfois, ça arrive de se perdre dans la station spatiale au début. Surtout, vous avez vu, c'est très bien rangé, mais il y a des choses partout. On utilise vraiment tout le volume disponible pour stocker. Il y a toujours des questions sur les toilettes, donc j'anticipe, mesdames et messieurs, les toilettes de la station spatiale. Voilà, je ne vais pas vous faire un gros dessin, mais ça marche essentiellement par aspiration. On crée une dépression avec ce petit tuyau, on fait pipi dedans, et ça marche très très bien, on recycle tout. Le café du jour se transforme en café du lendemain. Ouais, il y en a qui voient ce que je veux dire. Donc là, on est côté russe de la station spatiale. Vous voyez, lui, il y a un côté russe, il y a un côté plutôt américain. Nous, on est plutôt du côté américain. En fait, c'est 2 stations spatiales qu'on a un peu collées ensemble, qui n'ont pas forcément la même techno, c'est même pas la même puissance électrique, 28 volts, 120 volts. Mais on arrive à les faire marcher ensemble. Côté russe, c'est des sas qui sont ronds. La ventilation, elle passe par des tuyaux qui traversent les sas. Côté américain, c'est les sas qui sont carrés. La ventilation est dans les murs. Voilà, ça c'est mon laboratoire Columbus, bien rangé. Je suis arrivé, il n'était pas très bien rangé. J'ai tout mis nickel pour ma mission. Mon petit drapeau français et le drapeau de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est mon employeur. Voilà, donc vous connaissez la station un petit peu, comment ça marche cette histoire. On est ravitaillé tous les 2-3 mois, on a un cargo, vous avez vu ce petit point qui arrive, c'est un véhicule cargo autonome, automatique, il n'y a personne dedans, qui vient s'arriver dans la station, et nous on récupère tout ce dont on a besoin, et en échange, il y a 2 types de cargo, il y a ceux qui retournent sur Terre, et il y a ceux qui vont brûler dans l'atmosphère. Dans ceux qui vont brûler dans l'atmosphère, on met nos déchets, parce qu'évidemment on n'a pas d'autre moyen de s'en débarrasser. Et dans ceux qui reviennent sur Terre, on met par exemple les résultats d'expériences scientifiques. Vous voyez, là j'essaie d'ouvrir avec un peu de peine un incubateur à CO2. Et par contre, vous voyez, 700 kg, facile. Par contre, c'est plus difficile de s'arrêter. Une fois qu'on est parti comme ça, il n'y a rien qui va nous arrêter.
il ne faut pas rater ses virages. Et vous voyez, dans les murs, c'est des systèmes. Là, on a un congélateur à moins 80 degrés, je parlais des échantillons scientifiques tout à l'heure, ce qui me donne une bonne introduction sur une bonne transition sur les expériences. Les expériences, c'est la raison pour laquelle on est dans la station spatiale. C'est parce que, en fait, les conditions d'apesanteur nous permettent de découvrir des choses qu'on ne voit pas sur Terre. Par exemple, si on fabrique des alliages, sur Terre, on met deux métaux en fusion, donc liquide, en contact. On fait un alliage, mais quand même, ils vont sédimenter chacun sous leur poids. Le plus lourd tombe, l'autre flotte. Dans la station, non. Donc, on peut étudier précisément ce qui se passe au niveau moléculaire. On renvoie les résultats aux scientifiques et eux font progresser la science et la connaissance. Donc ça, dans plein de domaines. La médecine, la physique des fluides, etc., etc. Donc je le disais, dans les murs, on a des installations de toutes sortes, mais essentiellement pour faire de la recherche. Et on passe plus de 50% de notre temps, ce qui n'a pas l'air beaucoup, mais ce qui en fait est assez énorme, surtout qu'on fait des journées de 12h30, à faire des expériences scientifiques. Ça, c'est une expérience sur le cerveau. En fait, on voit que le cerveau se rebranche en apesanteur. C'est comme apprendre à faire du vélo, et on ne peut pas oublier ce genre de choses. Et à l'âge adulte, en fait, il y a très peu de phénomènes comme ça. Et donc, les astronautes, c'est un bon exemple pour les gens qui étudient le cerveau, qui essaient de mieux comprendre son fonctionnement. On fait pousser des poivrons. On a mis 3 mois, on était tellement contents de ces poivrons, je ne rigolais pas, parce que, ok, d'accord, c'est pas grand chose, mais pour nous, dans la station spatiale, il n'y a rien, c'était le seul truc de nature, le seul petit bout de nature. On s'en est occupé, tout le monde était content, il y avait cette odeur de nature, c'était sympa. Et puis à la fin, on a eu le droit de les manger, sauf un ou deux qu'on a dû renvoyer au sol en guise d'échantillon. C'était une expérience scientifique, en fait, pour étudier la résistance au stress hydrique, donc pas beaucoup d'eau de ces variétés-là. Voilà, physique des fluides, je l'ai dit, là-dedans il y avait des simulateurs de réservoirs de satellites, on pouvait aussi étudier les vagues. Et ça c'est pas une pompe de douche, c'est en fait des ondes acoustiques, plein d'ondes acoustiques qui créent au milieu normalement un endroit où si on arrive à capturer un objet, on peut le déplacer sans le toucher. Donc ça c'est un peu super pouvoir aussi. Alors c'est plus facile en apesanteur et c'est pour ça qu'on fait ces recherches là-haut, mais l'idée c'est qu'à terme sur Terre, par exemple dans les milieux médicaux, les endroits où il y a des problèmes de contamination, on peut repenser au Covid, mais dans plein d'autres endroits, de déplacer des choses sans les toucher, ce serait quand même hyper pratique. On étudie ça dans la station spatiale. Des mini-expériences, ça c'est pour les universités et les PME, on a un petit programme comme ça pour leur donner accès à l'espace. Voilà, donc Aki qui vient de se prendre le plafond, c'était le début des Jeux Olympiques de la station spatiale, messieurs dames, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Moi j'avais tous les drapeaux que j'avais amenés avec moi, que j'ai mis au plafond, pas de ce module, mais de l'autre, on vient de voir. Et on a eu des compétitions acharnées, notamment dans le domaine de la flottaison synchronisée, avec une chorégraphie, encore une fois, le candidat japonais un petit peu en difficulté, mais malgré ça, médaille d'or évidemment, pour nous, c'était équipage Dragon contre équipage Soyuz, on a fait le saut en longueur, on a fait des tas de trucs assez marrants, pour faire un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques qui se passaient sur Terre, et puis pour aussi nous créer un peu de lien dans l'équipage. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, c'était un samedi. On est revenu au travail tout de suite. MLM, 20 tonnes, un nouveau module qui s'est docké, qui s'est arrimé à la station spatiale pendant ma mission. Tout s'est bien passé au début, et ensuite, malheureusement, il a emmené la station avec lui. On a perdu l'orientation de la station, on a fait 2 tours et demi. Donc c'était pas génial, mais on est arrivé à récupérer ça. Et suite à ça, là on est à peu près au mois de juillet, fin juillet, c'est la saison des sorties extravéhiculaires qui débute. La saison, parce que c'est plus optimal de les faire en série. Parce qu'il y a beaucoup de préparation pour les scaphandres, pour tout le reste. Et donc on est parti pour 2 sorties initialement avec Shane, mon collègue. Ma première mission, j'en avais déjà fait 2 avec lui, on avait déjà volé ensemble, c'est assez rare en fait de faire autant de sorties avec le même binôme. Là j'avais une petite bande rouge, ça veut dire que je suis le chef des 2. Donc ça c'était sympa aussi, je crois que je suis le 2e européen à avoir fait ça. Et ça veut dire aussi que c'est comme on a un peu la décision à prendre. Et on a eu besoin de prendre des décisions parce que tout ne s'est pas passé comme prévu. On allait installer ces panneaux solaires, là vous les voyez, ces longs cylindres roulés, et on se repliait sur eux-mêmes, et ensuite ils vont se dérouler. Donc vous voyez, là je suis en train de les tenir, c'est gros comme 2 frigos. Je suis attaché au bras robotique, là il fait 17 mètres de haut par les pieds, par ce petit truc qui n'est pas solide du tout. Et la sensation n'est pas géniale. Surtout de nuit, on ne voit rien, et on y allait tout au bout de la station, où on se les est passés avec Shane, parce que le bras robotique ne pouvait pas accéder au bout de la station. Une sortie extravéhiculaire, c'est dans le vide,
Ça dure 6-7 heures, il faut un peu se battre contre le scaphandre parce qu'il est pressurisé. Et puis malheureusement, en arrivant, on s'est rendu compte que les panneaux ne s'installaient pas. Il y avait un problème dans la manière dont on essayait de le faire. Il y a toute une procédure, rien n'est improvisé, tout ça c'est étudié avec les équipes au sol, mais impossible de les installer. La première sortie, donc malheureusement on a tout sécurisé, on est rentré, pas la meilleure journée. 3 jours après on est ressorti avec un plan différent, et succès. Regardez ces trucs c'est quand même, il faut voir que c'est à 400 km de notre tête, enfin au-dessus de notre tête, ça se déroule. Moi je suis le petit truc qui bouge en bas, et ceux-là font 17 mètres, les gros font 36 mètres. C'est quand même grand comme des immeubles, ces trucs. Hein. Et ensuite, retour en bras robotique pour moi, et à pied pour Shane. Voilà, chacun son truc. Et donc, on a fait 3 sorties plutôt que 2, mais on a réussi à installer ces 2 séries de panneaux qui vont monter de 30% quand même, hein, la puissance électrique de la station spatiale. On a 70 kW. C'est comme une petite, toute petite ville, un petit village. Mais c'est déjà pas mal que l'énergie solaire, évidemment, là-haut, et tout ça. Voilà, il a fallu ressortir une fois. Alors c'est un truc qui arrive assez rarement. J'ai eu un collègue qui a eu une douleur d'épaule, on ne savait pas trop ce que c'était, et du coup la décision a été prise, c'était sa propre décision, ce qui était très raisonnable, de ne pas sortir. Sauf que le corollaire, c'est qu'il a fallu trouver quelqu'un. Et moi, je suis sorti un peu au débeauté, là. On a prévenu même pas une semaine avant, donc en général, on met plus de temps que ça à tout préparer. Donc là, on s'est retrouvé avec Aki, vous voyez le petit drapeau japonais, je ne sais pas si vous voyez sur sa manche. Moi j'ai un petit drapeau français, à installer un paratonnerre, ça c'est une espèce de paratonnerre de la station, enfin un déperditeur statique, pour pas que l'électricité statique s'installe sur la structure, et à changer 2-3 trucs. À changer 2-3 trucs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a été suivi par une caméra 360, et il y a un film en VR 360 qui doit se trouver sur le, je sais pas, Oculus Store. Normalement, je n'ai pas le droit de dire des noms de marque, mais qui est gratuit, et on peut suivre cette sortie. Pardon. Voilà, retour de la station. Vous voyez que la fin, c'est quand même 175 kg. Là, je fais le malin, mais en fait, on est complètement moulu à la fin. C'est comme si on se bat contre le scaphandre qui est en métal, qui est pressurisé. Dès qu'on ferme la main, c'est comme écraser une orange ou une balle de tennis. Ça pendant 7 heures, à la fin, on ne peut plus. Voilà, indice sur le milieu, c'est écrit en russe. Il y a aussi des scaphandres russes dans la station spatiale qui sont indépendants des nôtres, enfin des scaphandres plutôt américains qu'on utilise nous. Et les Russes font leur sortie. Il y a un SAS russe, un système de scaphandre russe, c'est très bien, parce que comme ça nous donne une redondance. Quand on a un problème technique sur un des 2 systèmes, en gros, on peut utiliser l'autre. Et eux, on fait 3 sorties extravéhiculaires pour installer ce module que vous avez vu, c'est celui de 20 tonnes qui est arrivé un petit peu avant. Voilà, donc tout ça passe très vite. On est maintenant en septembre. Et c'est la passation on a mis nos beaux polos bleus, c'est pas les mêmes que ceux du début, c'est quand même 5 mois après, on avait d'autres, et on a transmis le commandement de Aki à moi-même, donc les clés de la station spatiale. Oui, il y a des clés dans la station spatiale qui n'ouvrent rien, heureusement, qui ne démarrent rien, c'est un symbole, mais voilà, c'était un moment sympa en fait de camaraderie entre nous, et puis pour moi c'était aussi chouette d'avoir ces responsabilités à la fin. Et parlons-en, pendant la période où c'était moi le commandant, on a eu un nouvel équipage qui est arrivé, Anton Shkaperov qu'on avait rentré, cosmonaute professionnel, Yulia Peresil, actrice, Klim Shipenko, réalisateur. Donc les Russes ont envoyé un équipage de cinéma, donc à gauche et à droite, pour tourner le premier film dans l'ISS. Alors, les mauvaises langues diront qu'ils ont fait exprès de le faire avant Tom Cruise, mais en tout cas, voilà, ils ont fait ça avec de l'argent privé, avec de l'argent de l'agence spatiale russe. Nous, on n'avait pas grand-chose à voir avec ça. Mais ils ont filmé pendant 10 jours à bord de la station. Le film est sorti. Il s'appelle Vizov, ce qui en russe veut dire le challenge, je crois, en gros. Voilà. Et donc, une des raisons pour lesquelles ils étaient là, c'est la vue. La cupola, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le dessous de la station spatiale, ça fait un peu bateau à fond de verre, mais c'est la meilleure vue du monde, alors là c'est sûr et certain. Tour de la Terre en 90 minutes, donc on voit défiler Paris-New York 10 minutes. Hein. On prend une photo de Paris, on se fait un petit café, on revient, on prend une photo de New York, enfin c'est plutôt à l'envers, mais on fait ça. Les astronautes ils passent pas mal de temps, d'autant qu'il n'y a pas énormément de loisirs à bord de la station, donc pour la photo ça m'a bien occupé. Et voilà un petit peu le genre de vue qu'on a, hein. Vous voyez, ça c'est les Bahamas, on voit Cuba ici en dessous, ça c'est juste un espèce de coucher de soleil, comme la lumière un petit peu rasante et donne une impression de 3D, on voit l'atmosphère sur le haut, là c'est la bande bleue, très très fine, ça c'est
l'Égypte, le delta du Nil, ici on a les pyramides qu'on ne voit pas, mais moi je sais où elles sont. La mer Rouge, ça c'est l'Arabie Saoudite, dans le désert. Le désert ça fait des vagues, c'est toujours assez sympa. Il y a énormément de formes et de couleurs dans le désert, moi je me suis surpris à voir ça. Ça c'est un glacier du Sahara, je crois. On voit bien, surtout quand je le prenais un peu en rasant, le moment où ça casse et où ça part comme ça. Le delta du Saloum en Guinée, en Afrique de l'Ouest, avec les camailleux qui ont du jaune au bleu. Ça, c'est une mine de cobalt, je crois, qui est entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Donc ça a attiré mon œil, parce que c'est du rouge au milieu de rien. Et ben voilà, du vert au milieu de rien. Ça, c'est une mine de lithium qui est dans les Andes, en fait, dans l'altiplano colombien, très haut, à 4000 mètres d'altitude. Ça, mesdames, messieurs, je vais vous dire que c'est Very j'aurais pu, mais c'est pas vrai, parce que ça, c'est l'Everest. On voit triangle au milieu. Alors, ça vous montre quand même que prendre les montagnes en photo depuis la station, c'est un peu compliqué, parce que tout a l'air un peu petit, hein, il n'y a rien qui ressemble plus à une montagne qu'une autre montagne. La péninsule de Banks, ça, c'est Doha. Ça, c'est des typiques architectures du Golfe et des Émirats, avec des trucs un peu extravagants. J'aimais bien les ombres qui étaient portées. Ça, c'est, si je vous dis, le parc du Retiro, Madrid. Madrid qui marche toujours bien parce que c'est en altitude. Ça, c'est, quand même, ouais, Paris, un jour ça c'est en soirée, je le vois parce que c'est un peu plus jaune. Ça, c'est, on va voir si vous êtes fort. Le Mont Saint-Michel en Normandie, la meilleure région du monde, mais cela, c'est pas parce que je viens de là. Ici, c'est la Bretagne Nord, c'est dans le coin de Saint-Malo. Ah, et là, ici, ouais, alors les Marseillais direct, tout de suite, ils sont là, ah, il y a le Vélodrome. Donc on voit ça. J'ai du Pierre, ah, il y a les Bordelais aussi, voilà ça. Je devrais faire un jeu, en fait. Ça, c'est le golfe du Morbihan, les Bretons. Ouais, il y a toujours, ils n'ont pas de drapeau. Et ça, c'est Tahiti. Voilà. Et donc, on arrive toujours de l'ouest. C'est une question de mécanique spatiale, enfin de trajectoire spatiale. On arrive toujours de nord-ouest ou du sud-ouest. Donc, en général, on voit ça en premier quand on arrive vers la France. Vous avez vu, il y a quand même souvent des nuages. Hein. Moi, j'ai posté que des photos, il n'y en a pas, évidemment. Ce qu'on n'imagine pas, c'est que la moitié du temps, je ne peux pas la prendre parce qu'il y a des nuages. Quelques photos de la Lune et des étoiles. Mais il n'y a pas de fenêtre qui regarde vers le haut à la station spatiale, seulement vers le côté et vers le bas. Et puis, malheureusement, un truc un peu moins drôle, c'est les catastrophes naturelles. Ça, c'est l'ouragan, je ne sais plus lequel, ils ont tous des noms, Irma, Ike, je ne sais plus, non, etc. Ça, c'est l'œil du cyclone, là, c'est les murs, ils font 10 km, enfin plus de 10 km de haut. Et on voit ça très très nettement depuis la station spatiale. On voit que quand il y en a un qui touche terre, il y a l'autre qui se prépare déjà dans le golfe du Mexique. Ça, c'est le feu en Californie. On voyait la fumée qui avance sur les champs comme ça, fin du monde. C'était vraiment trop bizarre. Les feux en Grèce, la fumée, elle est jusqu'en Corse, depuis la Grèce. Donc on a vu des trucs vraiment un petit peu compliqués. Ça, c'est l'Italie, d'accord, justement la Sardaigne, la Sicile, la Tunisie en bas, là. Nice. On a vu des trucs jolis, quand même, aurore boréale, on a eu pas mal. On a eu de la chance, en fait, on a eu une saison d'aurore boréale, ça dépend de l'activité du soleil, très active. Alors, en fait, c'était pas boréale, c'était n'importe quoi, c'était austral, c'était au sud. Voilà, donc on a vu quand même beaucoup. Ma première mission, j'en avais pas vu, quasiment pas. Voilà, 200 jours, la mission se termine, il est temps d'entrer à la maison, on réactive le dragon, on se remet dans nos scaphandres, on rallume tous les systèmes, on teste tout. Marc reste derrière avec ses 2 collègues russes, ferme le sas derrière nous, on refait tout à l'envers, toujours en coopération avec le centre de contrôle. On va décrocher nos crochets là, qui sont accrochés à la station. Et puis là, on est sur le dessus. Parce que je ne vous ai pas dit ce qu'on a bougé au milieu, on s'est arrimé sur l'avant, comme vous l'avez tous remarqué, et au milieu de la mission, on s'est bougé sur le dessus. Et là, on recule au-dessus de la station. Ça, c'est le vue de notre véhicule. Très rapidement, moi, je sors du scaphandre parce qu'on nous a demandé de photographier l'extérieur de la station spatiale. Ça fait depuis 2011, la navette faisait le tour de cette station, et pour un peu évaluer l'état technique de l'extérieur. Le Soyuz ne pouvait pas faire ça, donc ça, personne n'a fait depuis 2011, et nous on a fait un 360, très lent, autour de la station à 150 mètres, et moi, tac tac tac, j'ai mitraillé pour essayer de donner aux ingénieurs le plus d'infos possible sur ce que c'est à l'extérieur. Là, on est en train de finir notre 360, ça c'est vue de la station, nous on est en dessous, c'est l'océan Indien derrière, je ne sais pas trop quelle île exactement. Et une fois qu'on a fini, on revient devant la station, on fait notre freinage, et ensuite rentrée atmosphérique. Rentrée atmosphérique, ça veut dire qu'on va frotter sur l'atmosphère avec notre bouclier thermique, ça va créer beaucoup d'échauffement, on se transforme en une boule de feu.
Et ça se voit très bien de l'intérieur. On a des fenêtres, moi j'ai une fenêtre devant moi, on voit les flammes, enfin, c'est vraiment sympa. Et les gens peuvent même nous filmer. Il y a des gens qui nous ont filmé dans le golfe du Mexique, à la Nouvelle-Orléans, à l'iPhone, hein, ils voient un truc passer comme ça, ils ne savaient pas ce que c'était. On ouvre les parachutes, normalement il y en a 4 qui s'ouvrent, nous il y en a 3 qui sont dedans, mais ça marche quand même, la preuve. Et on descend à 8 mètres par seconde, hein, donc c'est quand même assez rapide. On se crache, non, on atterrit, enfin, dans la mairie plutôt, pardon. Mer d'huile, on a eu de la chance, les vagues ne auraient pas été la même. On est récupéré tout de suite par les équipes de SpaceX et de la NASA, qui vont nous ramener sur le bateau. Et la capsule, quand je dis boule de feu, elle a quand même bien brûlé. On dirait un chamallow qu'on a mis dans le feu. Mais à l'intérieur, on est bien, tous les 4 en bonne forme. Alors évidemment, on n'a pas vu le soleil depuis 6 mois, on a un peu quand même des problèmes musculaires, d'équilibre, etc. On a des équipes qui nous suivent, des docteurs. En cas d'urgence, on va se débrouiller tout seul. Mais s'il n'y a pas d'urgence, on se laisse faire tranquillement. Et puis on va être remis sur pied petit à petit. Voilà, donc là on est sur le bateau, hélicoptère nous ramène sur la côte, et de la côte, avion, directement, grâce à l'armée de l'air et de l'espace, qui sont venus me chercher à Houston et m'ont ramené à Cologne, où ça c'est déjà quelques heures après l'atterrissage, donc ça va quand même à peu près bien. Et on est remis aux mains des scientifiques, parce qu'ils veulent avoir accès à nous, avant qu'on se réhabitue, que notre organisme se réhabitue à la vie sur Terre. Quand on est encore habitué, il y a plein de modifications qui se font pour la vie dans l'espace. Voilà, 3 mois pour vraiment finir cette mission, 6 mois de plus au moins pour un peu en parler, pour débriefer avec toutes les équipes, pour rencontrer les gens, pour vraiment terminer tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, la suite, c'est ça, je mets quelques images du programme Artemis, retour vers la Lune, avec cette capsule de la NASA. Donc, tout l'arrière, là, est fait par l'ESA, mon employeur. L'Europe, donc on fait partie intégrante de ce programme-là. C'est-à-dire que d'ici à 2030, on devrait voir 3 Européens, Européennes, autour de la Lune ou sur la Lune. Voilà, donc ça, c'est ça qui m'occupe beaucoup en ce moment. Mars, je vous l'ai mis, c'est un petit peu plus tard. Et maintenant que j'ai beaucoup trop parlé, j'espère que vous n'êtes pas endormis. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci de votre attention.